Ce soir, nous accueillons Bruno Girvaud et c'est un grand plaisir parce que, comme vous allez le voir, Bruno est un personnage attachant et atypique. Alors d'abord son titre. C'est un titre immense, on se croirait au présidium du Soviet suprême des États de l'ancienne URSS. Il est conservateur général du patrimoine, mais c'est pas tout. Chef du département du développement scientifique et culturel de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Excusez du peu. Je parlais d'un homme atypique, il a aussi un parcours atypique. C'est un homme d'une curiosité absolument insatiable et qui a une vertu suprême, il déteste s'ennuyer. Et comme il déteste s'ennuyer, il ne s'ennuie pas, et nous non plus, on en profite, ce qui est une bonne chose. Pour ceux qui s'intéressent au monde des expositions, Bruno a été le commissaire de quelques expositions récentes qui avaient fait date, qui ont marqué. Une sur l'art de la table, les mœurs de la table au musée d'Orsay en 2002, mais surtout pour nous, Disney, la grande exposition qui s'appelait « Aux sources de l'art des studios Disney », qui avait été montrée aux Galeries nationales du Grand Palais en 2006. Exposition qui avait cartonné, 280 000 personnes, et surtout Madame Diane Disney, qui est la fille de Walt, avait dit: c'est la première fois que je vois ça, il n'y a jamais eu, même aux États-Unis, un tel hommage rendu à mon père. Et qu'est-ce que montrait Bruno dans cette exposition? Il montrait qu'en fait, les Américains, et notamment les dessinateurs qui avaient rejoint Walt Disney, avaient transcendé en quelque sorte l'imaginaire européen, l'avaient sublimé, et l'avaient redessiné, réinterprété, mais en partant d'un background culturel qui était en fait finalement un background culturel européen. Et puis plus récemment, parce qu'il collectionne les jouets, ce monsieur sérieux, Bruno a été aussi avec Dorothée Charles, responsable de l'exposition que vous avez peut-être vue aussi au Grand Palais, qui s'appelait « Des jouets et des hommes ». C'était pas des sex toys, c'était quelque chose de parfaitement intéressant qui montrait qu'en fait, le lien entre l'enfant et le jouet est un lien de maturation de la personne et qu'il y a un moment où l'enfant, évidemment, transmet ses jouets, quitte ses jouets et les jouets, et parce qu'il rentre dans un autre monde, un monde qui est celui du monde des adultes. Et je me souviens que la dernière salle de ton exposition, Bruno, c'était sur Toy Story. Le film Toy Story 3 où le héros, on l'a tous vu, quitte ses jouets, enfin les jouets après connaissent des difficultés, il revient les sauver, il s'en va, enfin toute une histoire. Et donc, comme vous voyez, on a plein de choses à dire et à écouter quand on est près de Bruno. Voilà. Donc Nathalie, selon l'usage, notre grande prêtresse, va introduire le sujet, et puis ensuite... Bruno s'exprimera pour 40-45 minutes et après il sera livré en pâture à toutes vos questions sadiques et perverses. Voilà, à tout à l'heure. Ok, bien. Donc aujourd'hui nous abordons le thème de art et tourisme. Et je vais vous montrer que le lien entre l'art et le tourisme ne se réduit pas nécessairement à du tourisme culturel, mais que là aussi, le tourbillon de la mondialisation peut passer. Si je me réfère à l'étymologie du mot, l'art est un ensemble de moyens, de procédés conscients par lesquels l'homme tend à une certaine fin et cherche à atteindre un certain résultat. Ainsi, l'art est une activité à la recherche d'une fin utilitaire. Par extension, l'art est une habileté, un talent. On peut ainsi manier le verbe avec art, manier les armes avec art, manier l'outil de travail avec art. Le mot artisan n'a-t-il pas d'ailleurs pour racine le mot art ? Et puis l'art peut être aussi un savoir-vivre. L'art d'aimer, cher à Ovide, l'art d'être grand-père, cher à Victor Hugo, l'art de voyager et de questionner le monde, comme l'a fait Alexandra Davignel. Nos sociétés modernes abordent l'art essentiellement sous l'angle de l'activité esthétique. L'art est le reflet de la noblesse de l'expression humaine. Il représente un idéal de beauté. Nietzsche n'a-t-il pas écrit que nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité ? L'objet d'art, plus que l'artiste, devient le fixateur de toutes les attentions. C'est à cet instant précis que l'on peut mettre en relation l'art et le tourisme. L'œuvre d'art, qu'elle soit peinture, sculpture ou tout autre objet remarquable, antique, ancien ou contemporain, devient une ressource intangible, valorisable par le tourisme. Reste à lui offrir un sanctuaire à sa mesure, le musée. André Malraux n'affirmait-il pas que le musée est l'un des lieux qui donne la plus haute idée de l'homme ? Ainsi, le lien entre art et tourisme passe nécessairement par la visite de musées et d'expositions, voire la fréquentation de manifestations culturelles.
Si l'art est prétexte à la mobilité touristique, il nous faut distinguer 3 cas de figure allant du plus noble au plus mercantile. Il s'agit du voyage vers l'art, du voyage de l'œuvre d'art et l'internationalisation des musées. Avec le voyage vers l'art, le motif du déplacement est la visite de hauts lieux culturels, marqueurs d'une destination. Le touriste vient à la rencontre des œuvres exposées dans leur cadre habituel. Le musée se doit de conserver et de valoriser l'existant et surtout de mettre en scène les perles des collections permanentes. La Joconde au Louvre, Nefertiti à Berlin, la Ronde de Nuit à Amsterdam. Le touriste flâne au gré des collections et du temps qu'il est prêt à y consacrer. S'il n'a pas le temps, alors le musée lui offre des parcours express pour qu'il puisse voir les incontournables. Avec le voyage de l'œuvre d'art, on entre dans le domaine de l'événementiel qui repose sur la circulation internationale des œuvres. Le motif du tourisme est la visite d'une grande exposition de caractère temporaire, exceptionnel, au retentissement international. Ce sont les expositions blockbuster, dont l'une se tient actuellement au Grand Palais, en particulier Edward Hopper. Ces expos offrent avant tout une expérience culturelle. Ici, la valeur de l'exposition repose sur la capacité à réunir en un temps et pour un temps limité les œuvres jugées majeures mais éparpillées dans le monde au sein de diverses institutions culturelles ou même de collections privées. L'œuvre voyage, souvent sous bonne escorte, et vient à la rencontre du public que l'on espère le plus large possible. Le succès d'une grande expo se mesure au nombre d'entrées réalisées et à la longueur de la file d'attente à l'entrée. L'offre touristique s'adapte à l'exercice en proposant un package, transport, hébergement, entrée coupe-file. Ici, nulle flânerie, mais la réservation d'un créneau horaire pour voir l'exposition dans des conditions souvent peu enviables. Mais peu importe que l'expérience culturelle soit expéditive, puisqu'il y a des supports multimédia et des produits dérivés pour témoigner de sa participation à l'événement. Le troisième et l'ultime stade de la mobilité en art est celui de l'internationalisation des musées, qui amène à considérer le lien art et tourisme à des fins de rénovation urbaine. Je pense au musée Guggenheim à Bibalo, par exemple, seul exemple réussi pour l'instant. Le musée s'internationalise et crée, comme les entreprises, des filiales à l'étranger. Outre Bilbao, le Guggenheim a des filiales à Venise, Berlin et bientôt à Abu Dhabi. Le musée devient une marque. Le spectacle, c'est le bâtiment érigé au rang d'icône parce que œuvre originale d'un grand architecte. Ce qui fait l'objet du tourisme est le projet urbain et l'attrait du contenant plus que du contenu artistique. Rien d'étonnant à cela, la filiale est vide de collections permanentes significatives. Elle accueille ponctuellement des œuvres de passage destinées à optimiser les réserves de la maison mère ou à booster les entrées par l'accueil de blockbusters. En échange, le musée contribue à régénérer le tissu urbain local et à promouvoir le site d'un point de vue touristique. Comme le soulignait fort à propos notre regretté collègue Rachid Amirouf, 3 impératifs légitimes devraient structurer le secteur du tourisme culturel: la protection du patrimoine, sa nécessaire démocratisation et sa mise en marché en tant qu'élément économique de développement. On l'aura compris, le lien entre art et tourisme est complexe. Mais laissons avec ironie à Yvan Audouard le mot de la fin. Devant le musée du Louvre, écrivait-il, un agent de police hurlait « Circulez, il n'y a rien à voir ». Well, this is surreal. Stop or I'll fire! Oh my. Brady, please. I'm gonna blast you.
Shucks. Pointillism, a technique of using individual dots of pigment which, taken together, make an image. Oh, Quad. I think when you go to the movies, you should learn something. Voilà, je vous ai montré cet extrait, en fait, c'est les Looney Tunes Back in Action, les Looney Tunes passent à l'action, c'est un film de la Warner Bros. J'ai pas choisi un film Disney, de 2003. C'est pas seulement, bon, c'est un truc aussi pour détendre l'atmosphère, mais pas seulement. C'est pour commencer sur la question de la popularité du musée et montrer comment, finalement, y compris dans un dessin animé, on voit comment se fait la diffusion du musée, qui devient un lieu qui peut aussi faire l'objet, qui peut servir de décor à un dessin animé, à un film. J'aurais pu citer, j'ai quelques autres images, bien d'autres exemples, où le musée est parfois un personnage à part entière. C'est par exemple, pour ceux qui l'ont vu, La nuit au musée avec Ben Stiller, donc un film du début des années 2000 qui a même donné lieu à une suite, et puis un film différent, français, plus confidentiel, plus caricatural aussi, et parlant directement du monde des musées, qui est Muséo, Musée Bas de Jean-Michel Ribes en 2008. Je reviendrai d'ailleurs sur ce film et j'illustrerai ma présentation de quelques photogrammes du film qui sont assez amusants. Donc tout ça pour vous dire que le musée est très populaire, il est fait d'ailleurs l'objet d'une exploitation aussi commerciale. Vous reconnaissez l'ancien PDG de France Télévisions, Patrice de Carolis, qui est aussi l'un des créateurs de l'émission Des Racines et des Ailes, et qui travaille évidemment beaucoup sur la question du patrimoine, et qui, je fais la publicité pour le Figaro, qui fait une série de DVD autour des grands musées du monde. Donc vous voyez que c'est l'objet aujourd'hui de ma présentation, c'est ce rapport entre le musée et le tourisme, le musée et le commerce, qui a longtemps été, de la part des conservateurs, considéré comme un domaine non noble. Donc je vais parler beaucoup de chiffres. Je suis un peu inquiet puisque je vois que j'ai un auditoire de futurs professionnels de tourisme ou de professionnels du tourisme, donc j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises, puisque les conservateurs en général ne sont pas habitués à manier les chiffres. Voilà, mais c'est ce que je vous raconterai aussi ce soir, c'est qu'ils ont depuis une vingtaine d'années été obligés un peu d'apprendre à compter. Donc vous connaissez évidemment, je pense, la plupart de ces chiffres, mais c'était pour donner un ordre de grandeur. J'ai quand même mis, Val d'Europe oblige, une référence à un parc d'attractions, Disneyland Paris, avec sa fréquentation qui écrase, en tout cas dans le domaine des musées, toutes les autres. Et puis, mais malgré tout, avec un score relativement bon, le Louvre derrière, à plus de 8 millions de visiteurs, et quelques sites patrimoniaux ou grands musées, qui nous montre que effectivement le musée est un des principaux motifs, dans les enquêtes qu'on a faites pour sonder les raisons du déplacement touristique. Les musées et le patrimoine en général sont une des principales attractions, une des principales raisons du déplacement du touriste. Donc vous voyez ici au total la fréquentation des musées français, un petit peu plus un gros millier de musées français, qui donc dépassent les 55 millions de visiteurs. Et on remarque déjà, évidemment, parce que les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, que l'essentiel de la fréquentation des musées se concentre sur les plus grands musées, le Louvre, Orsay, Versailles, puisque ces 7 plus grands musées à eux seuls font pratiquement la moitié de cette fréquentation, soit 25 millions, ce qui finalement les place, je dirais, dans la catégorie équivalente en chiffres au parc d'attractions, au plus grand parc d'attractions européen. Alors évidemment, ces visiteurs de musées, ils sont de nature en fait différente. Deux grandes catégories, on en distingue deux grandes catégories, et celle évidemment qui nous concerne particulièrement ce soir, c'est celle des touristes. Donc là j'ai utilisé une image tirée de film Muséo, Musée Bas.
Voilà, le public des musées est un peu moins caricatural que ça. Néanmoins, les touristes représentent 60% de la fréquentation des musées. Et sur ces 60%, on a 34% d'étrangers et donc le reste, 26% de Français. Donc c'est une part essentielle, des 2/3 du public des musées. Donc là, les chiffres nous sont utiles. Cela dit, là encore, on peut être amené à les commenter et à voir qu'il peut y avoir une grande hétérogénéité dans la fréquentation des musées, dans leur public, puisque j'ai pris un seul cas, j'aurais pu en citer d'autres, d'un musée dont la création est récente, qui est le musée du Quai Branly, où on voit que qui a d'ailleurs réussi son entrée dans le monde des musées, avec donc en général plus d'1 million de visiteurs par an. Et là, on voit en revanche que ce chiffre est différent de celui que je viens d'évoquer, qui est que 80% sont des visiteurs, sont des Français, et même une grande partie sont des locaux, enfin, sont des franciliens. Donc on voit que selon la nature du musée, selon la nature de la collection, l'emplacement du musée, mais on verra aussi plus tard sur la saisonnalité, que ces chiffres globaux peuvent être lus de manière différente. Un autre point important, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour parler d'un virage dans l'histoire des musées et de relations des musées avec le tourisme, c'est le fait que la plupart des musées qui sont aujourd'hui dans le monde sont des créations récentes. En tout cas, la moitié des 25 000 musées qui existent dans le monde ont été créés depuis 50 ans. Donc ça aussi, c'est un phénomène, et ça nous amènera sur ce dont je parlerai tout à l'heure, qui est cette explosion et la révolution des musées à partir des années 80. Puisque sur ce chiffre, on pourrait dire que 80% de ces nouveaux musées sont créés dans les 30 dernières années. Alors, je vais faire un peu d'histoire, parce qu'en France, tout commence par des définitions. Je voulais définir à la fois le musée et le tourisme. Bon, sur le tourisme, je pense que vous avez dû avoir moult fois, mais bon, je passerai plus rapidement. En tout cas, sur le musée, peut-être pas. Donc, je vous fais un très rapide rappel, pour savoir, en fait, en réalité, lequel a précédé l'autre. Est-ce que le musée est antérieur au tourisme, ou est-ce que le musée ou le tourisme, à l'inverse, est plus ancien que le musée? En réalité, donc, le musée est plus jeune que le tourisme. Je commence néanmoins par ça. Je vous parle du premier musée qui existait en France. Il se trouve que c'est un musée qui se tenait sur le site où je travaille aujourd'hui, l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'est le musée des monuments français. À ne pas confondre avec l'actuel musée des monuments français, qui est une version tardive. C'est le premier musée qui ouvre dans une circonstance très particulière de l'histoire de France. C'est la Révolution française, et un peintre, conservateur autodidacte, va sauver un certain nombre de vestiges très prestigieux de la sculpture et de l'architecture française, qui sont en train d'être vandalisés par les révolutionnaires, et va les réunir dans un endroit qu'il va appeler le musée des monuments français, et qui se tient dans l'église des Petits Augustins, qui est aujourd'hui la chapelle qui est au sein de l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc ce musée va avoir une importance énorme. C'est le premier du genre, premier ouvert au public. C'est le premier à avoir une muséographie qui est chronologique, qui va mettre en valeur l'art français. Et c'est un musée qui va avoir une énorme influence sur la première génération romantique, sur Hugo, sur Chateaubriand, sur l'historien Michelet, qui va y trouver sa vocation. Voilà. Donc le musée est une création récente, c'est la Révolution. Celui-là fermera en 1817. Évidemment, en général, on pense que le premier musée, donc ce qu'on voyait à l'image, c'était la salle d'introduction, qui est l'actuelle église. Évidemment, toutes ces œuvres ont regagné pour l'essentiel le muséum central, c'est-à-dire le musée du Louvre actuel, que voilà. Et c'est évidemment, en général, celui qu'on considère comme le musée le plus ancien en France. Donc le musée des monuments français l'a précédé. Les conservateurs d'ailleurs du Louvre se sont empressés à la fermeture du musée des monuments français de piller, de récupérer toutes les œuvres qui lorgnaient depuis plusieurs années. Donc la fermeture du musée des monuments français, c'est en 1817. Et là, vous voyez la galerie d'Apollon. Voilà. À partir de là, l'histoire des musées va ne faire que embellir et prospérer en nombre et en qualité et en nombre de collections. Voilà. Je vais passer rapidement sur la définition du tourisme. J'ai oublié de dire peut-être en définition, je vais donner une définition historique du musée, en tout cas pour vous situer à quel moment il apparaît. Je vais vous citer vraiment à l'autre bout de l'histoire des musées une phrase de la loi
du 4 janvier 2002, qui est la loi sur les musées, donc qui est une loi relativement récente, qui a remis en ordre un certain nombre d'éléments sur la vie et les missions des musées. Donc je cite une phrase pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'un musée. C'est toute collection permanente, donc collection, ce qui veut bien dire des œuvres ou des objets, composés de biens dont la conservation et la préservation revêtent un intérêt public et organisés en vue de la connaissance, de l'éducation, et retenez bien le dernier mot, du plaisir du public. Voilà. Alors on ne définit pas le public, mais c'est peut-être ce qu'on va essayer de voir plus avant ce soir. Pour ce qui est du tourisme, alors là je pense que vous avez dû l'avoir 50 fois dans votre cursus, mais je le rappelle parce qu'il se trouve que le nom même, l'étymologie du mot tourisme vient d'une pratique qui se développe en Angleterre, dans la noblesse anglaise, c'est les jeunes lords anglais qui sont amenés, je dirais, pour mûrir intellectuellement, à voyager en Europe, parfois au-delà. Et évidemment, figure déjà ce qu'on appelle le grand tour, y compris en anglais, et qui donnera, donc qui est l'étymologie du mot tourisme. C'est une pratique évidemment élitiste. C'est important parce que ça va nous dire quelque chose d'une longue partie de l'histoire des musées. Cette forme d'élitisme, donc c'est pratiqué par la noblesse anglaise. Et parmi les sites que l'on doit visiter, que doit visiter un jeune lord anglais, il commence à y avoir, à partir de la fin du XVIIIe, aussi et principalement des musées. Donc l'image qu'on a à l'écran, vous le reconnaissez, c'est un tableau célèbre qui représente Goethe, donc le grand poète et écrivain allemand qu'on voit aux alentours de Rome et qui fait au 19e siècle, plutôt au début du 19e siècle, son grand tour. C'est un moment au 18e et au 19e où cette pratique va se vulgariser. Elle reste encore assez élitiste, mais elle va surtout s'étendre à une catégorie sociale particulière qui sont les artistes, qui vont aussi se former en faisant ce fameux grand tour. Donc voilà, le tourisme vient de là. Ensuite, évidemment, sur la définition du touriste, vous la connaissez, je pense tous. En gros, on considère que c'est un visiteur, pour ce qui est d'un musée en tout cas occasionnel, qui passe au moins une nuit en dehors de chez lui. Vous savez, évidemment, là je passe rapidement, que la France et son patrimoine, évidemment, est essentiel dans cette attraction et la première destination touristique dans le monde. Alors, je vais en venir tout de suite à la relation musée et tourisme. J'avais mis un point d'interrogation dans mon titre, les relations, des liaisons dangereuses. J'avais d'ailleurs sans doute apporté plus de questions que de réponses ce soir. En fait, il y a dans l'histoire des musées, vous avez vu, j'ai évoqué tous les tout premiers musées. On va dire que les choses ne vont pratiquement pas changer en un siècle et demi. C'est-à-dire que le premier qu'on va appeler le premier âge des musées sera la construction de bâtiments pouvant accueillir les collections, la constitution et l'élargissement des collections et leur préservation. En gros, les missions du musée pendant un siècle et demi, c'est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle, on va dire plutôt du début du XIXe, on commence à avoir des musées en Europe et dans le monde, va se limiter à cette mission. C'est-à-dire que le lien avec la notion de tourisme est, pratiquement, sauf exception, totalement absente. Voilà. Le virage, ce qu'on va appeler le second âge des musées, dans sa relation avec le public, et plus largement, avec le touriste et plus largement avec le public, elle apparaît dans les années 80. Elle est liée à un phénomène que je vais évoquer, et je terminerai par ça, ma présentation, sur la question de l'exposition temporaire. C'est l'exposition temporaire, en fait, qui va provoquer dans le monde professionnel, j'entends des musées, parce qu'en fait, le tourisme s'intéressait aux musées depuis bien longtemps, mais pas l'inverse. Ce sont les premières grandes expositions, on qualifie avec un anglicisme de blockbuster, la première du genre, qui d'ailleurs reste inégalée sur son chiffre de fréquentation. C'était l'exposition Toutankhamon en 1967. Vous devez reconnaître à l'arrière sûrement André Malraux. C'est le vernissage au Grand Palais, aux Galeries nationales du Grand Palais. Plus d'1 million de visiteurs, donc record non égalé à ce jour. C'est la première fois qu'on va avoir conscience, l'autre personnage, quand il faut que je le cite, parce que c'est le premier conservateur vedette, c'est Christiane Desroches-Noblecourt, qui est morte il y a peu de temps, égyptologue, et qui est donc la commissaire de cette exposition Toutankhamon, qui sera donc un formidable succès. Donc c'est l'exposition qui va faire prendre conscience aux conservateurs et au monde des musées que l'exposition doit être un produit.
Donc c'est l'introduction du marketing, hein, alors de façon très légère et sans véritable prise de conscience, mais néanmoins on commence à avoir conscience qu'on a un rapport entre la nature de l'événement, son coût et quel public on vise. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça va être une prise de conscience globale dans les musées qui va conduire les conservateurs, mais aussi l'État et les élus locaux à s'intéresser de près à la question du musée et de son impact dans le développement touristique. Ça se traduit, je vais citer un ou deux exemples de cette prise de conscience. La FEU, Direction des musées de France, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, hein, mais qui est donc le service chargé des musées de France au sein du ministère de la Culture, hein, qui est le ministère de tutelle des musées nationaux et des musées d'ailleurs en général, va créer, donc, dans les années tout début des années 90, un observatoire des publics. Voilà, donc ça c'est une nouveauté complète, avec des protocoles d'études sur qu'est-ce qu'un touriste, hein, sur la nature de la fréquentation. Voilà, mais comme toutes les administrations centrales, elles pensent beaucoup, elles agissent moins, et ce sont en fait les grands musées qui ont commencé de créer leur propre observatoire des publics et surtout leur propre, des premiers personnels affectés directement à ce que on connaît dans le monde de l'entreprise, hein, sur la relation client en fait. Il faut imaginer qu'à cette époque, aucun conservateur n'ose prononcer ce mot, hein, c'est-à-dire qu'il y a jusque-là la pratique du musée, c'est une pratique, je dirais, savante, une pratique élitiste, une pratique de délectation, et on ne veut surtout pas faire un produit qui soit adapté aux visiteurs et notamment aux touristes. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, des années 80, va se produire un double phénomène. C'est celui, et je reviens aux chiffres que j'avais cités tout à l'heure, hein, c'est que j'avais dans les chiffres que j'ai montré tout à l'heure, on a créé la moitié des musées actuels dans les 50 dernières années. En France, 200 créations ou rénovations de musées depuis le début des années 80. C'est absolument énorme. Ça veut dire des investissements lourds dans la rénovation, et notamment, puisque c'est le sujet de ce soir, dans les fonctions d'accueil. Voilà. Et ça va être quelque chose de très nouveau pour les musées. Donc la première étape, ça va être se mettre au niveau par rapport à d'autres pratiques, notamment celle du parc d'attractions, qui a déjà une parfaite connaissance, hein, qui maîtrise parfaitement ces questions. Dans les musées, c'est nouveau. Donc il y a ce premier effort qui est fait à la fois d'améliorer l'accueil, je veux dire matériel, mais aussi dans le cadre du personnel, et puis créer ces outils donc d'observatoire et plutôt d'examen de la relation qu'on a avec son public, et c'est le Louvre. Vous savez que le Louvre réouvre en 1989, complètement réaménagé avec sa fameuse pyramide, et très peu d'années après, en 1994, ils créent leur premier observatoire des publics et le premier fonctionnaire qui est chargé de cette relation client. C'est vraiment très important parce qu'à ce moment-là, le musée du Louvre, mais tous les grands musées vont suivre, hein, en France, hein, bon, les pays anglo-saxons sont en avance, hein, dans ce domaine, mais ça veut dire qu'ils vont figurer, ils vont assister et être présents dans les salons professionnels du tourisme, qu'ils vont être en relation avec régulière avec les professionnels du tourisme, qu'ils vont commencer par exemple à envoyer des invitations au vernissage des musées aux chauffeurs de taxi, aux réceptionnistes d'hôtels, qu'ils vont commencer à concevoir des outils adaptés à la visite touristique, c'est-à-dire les plans et les brochures d'explication multilingues. On peut arriver jusqu'à 15 voire 20 langues différentes au musée du Louvre. Ils vont dans les années 90 aussi réaliser un petit film qui est une préparation à la visite à la fois pour les touristes mais qui était aussi mis à la disposition des professionnels du tourisme. Voilà, se crée une relation qui n'existait pas jusque-là et qui va en fait chercher son public mais aussi lui fournir un produit adapté avec, vous l'évoquiez tout à l'heure, des visites spécifiques. Hein. Par exemple, le musée du Louvre, on sait qu'on peut aller voir directement la Joconde, et d'ailleurs elle a fait l'objet d'un aménagement muséographique spécifique puisqu'elle est tellement visitée, tellement vue qu'elle est aujourd'hui dans une boîte climatisée. Voilà. Mais le musée commence vraiment à prendre conscience qu'il doit tenir compte de ce public et il doit lui offrir une prestation adaptée. Alors l'image qui est à l'écran est question, puisque vous savez bien qu'il ne suffit pas de réformer, il faut les personnes qui mettent en œuvre cette réforme. Et je voulais évoquer deux points en fait, qui sont vraiment aux extrêmes dans le monde
professionnel du musée, c'est d'un côté ce qu'on a longtemps appelé le gardien. Donc vous avez à l'image là la vision caricaturale, mais qui est encore transportée, véhiculée dans un film récent. Hein. J'ai à nouveau le film de Muséo Muséba de Ribes. Hein. Donc ça c'est la vision qu'on a encore, mais en fait il y a eu une grande évolution dans ce métier. L'autre métier que j'évoquerai, c'est le mien, celui de conservateur. En réalité, ce métier a énormément évolué puisque c'est évidemment la base de la fonction d'accueil. Donc l'étymologie même du métier a changé, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne parle plus de gardien. Donc l'étape intermédiaire dans les 15 dernières années, c'était l'agent d'accueil. Voilà. Et aujourd'hui on en est à l'image de droite sur voilà, le médiateur, c'est-à-dire qu'on rajeunit à ce moment-là le personnel dans ce domaine et on lui donne des fonctions qui sont beaucoup plus larges que celles de vérifier si l'alarme va sonner ou pas, ou de taper sur les doigts d'un visiteur qui approche la main voilà, d'un tableau. C'est de la médiation, c'est-à-dire informer le visiteur par un personnel évidemment plus jeune, formé aussi pour cela, à faire de la médiation aussi sur l'œuvre, c'est-à-dire faciliter la visite et au besoin expliquer, diriger, et donc, comme je le disais, faciliter la visite. L'autre métier qui a énormément évolué, contrairement à l'image que là je me suis amusé, j'ai trouvé cette image, elle est récente, hein, sur le net. Ce sont de jeunes élèves de lycée qui ont fait à l'occasion de la nuit des musées un petit film et une affiche. Voilà, donc le métier de conservateur vu encore par des jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on a à l'image. Hein. Donc c'est ce que ça a été longtemps, hein, pendant un siècle et demi. Mais là aussi, il y a eu une grande révolution dans la formation des dirigeants des musées, c'est-à-dire les conservateurs. Hein. Pour longtemps, le conservateur considérait que tout rapport avec le commerce était impur. Et que donc il n'y avait aucune raison de s'occuper ni de son public et que de toute façon il venait parce que les œuvres étaient une attraction en elles-mêmes suffisante pour attirer le public. Voilà. Virage à la fin des années 80 avec la création d'une école dont je suis un des produits, l'École nationale du patrimoine, qui est créée en mai 1990, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut national du patrimoine, puisqu'elle forme à la fois des conservateurs et des restaurateurs. Mais c'est une véritable révolution, puisque à ce moment-là, dans sa formation, à la suite d'un concours, pendant 1 an et demi, le conservateur est formé plus comme un dirigeant d'entreprise que seulement comme un conservateur. On considère au moment où il est formé dans l'école du patrimoine qu'il a le bagage intellectuel et scientifique suffisant et qu'on va le préparer à la direction d'entreprise. Voilà. Donc c'est un changement radical et qui va faire qu'on a de nouvelles générations de conservateurs qui seront évidemment préoccupés par cette question et qui vont en fait faciliter la dernière évolution des musées, qui est celle qu'on appelle le 3e âge ou les musées du 3e type. Hein. Vous parliez tout à l'heure de la mondialisation et de la globalisation. C'est l'âge que nous sommes en train de connaître, mais il est lié au fait que à la fois les personnels, les cadres dirigeants, les structures ont changé dans les années 80 et aujourd'hui on arrive dans un 3e temps des musées qui est un temps sur lequel on a encore assez peu de recul pour évaluer si cette évolution est bonne ou néfaste au musée, d'où mon titre et mon interrogation dans mon titre hein, sur les liaisons dangereuses. C'est que depuis une dizaine d'années, des années 1990, le questionnement est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire de savoir si on ne devait pas non seulement concevoir des visites spécifiques au tourisme, mais si on ne devait pas concevoir des musées qui étaient, et donc sur un plan purement marketing, uniquement destinés à attirer le public, quel que soit le contenu, quelle que soit la qualité, voilà, jusqu'à éventuellement, et on verra, on terminera par ça, par le cas du Guggenheim Bilbao, avoir un bâtiment qui est une coquille vide, puisqu'il n'y a pratiquement pas de collection. Donc cet âge, alors évidemment ça part du principe qu'on considère que le touriste évidemment est un public spécifique, donc je l'avais dit, c'est un visiteur occasionnel, et l'interrogation c'était qu'en fait il dispose de toute façon de peu de temps, hein. On sait que le temps que passe un touriste dans une zone géographique est en général très court, et que donc le temps qu'il passe dans les musées est évidemment mathématiquement également très court, et que par ailleurs il ne dispose pas des codes, parce que pour une bonne part ils sont étrangers, des codes culturels qui lui permettent d'interpréter correctement et rapidement les informations, en tout cas contenues par les œuvres. Hein. Donc la réflexion est allée jusqu'à faire qu'on puisse concevoir des produits muséaux uniquement destinés aux touristes. Voilà. Donc ça, c'est une évolution, c'est la dernière évolution qui effectivement pose question
Alors, il y a, alors là, je me suis amusé, parce que les responsables du public du Louvre se sont amusés, je cite les chiffres, savoir finalement, pour montrer qu'un touriste n'est pas un visiteur comme les autres, et qu'il est impossible de voir toutes les œuvres d'un musée, et que donc il faut bien concevoir des circuits de visite spécifiques, c'est que si vous vouliez visiter le Louvre, vous vouliez voir chacune des œuvres, il y en a à peu près 35 000 d'exposés, du musée du Louvre, même en n'y passant qu'une seule minute, il vous faudrait 7 semaines de visite. Bon, c'est clairement impossible, à la fois intellectuellement, physiquement, puisqu'on sait qu'un visiteur, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, son attention s'émousse et il ne retient plus les messages qui lui sont donnés. Donc, partant de ce constat, on a commencé toujours dans ces années 80-90, à se demander comment on pouvait faire venir plus de musées. Donc, on a mis en place un certain nombre de recettes. La première ville qui a tenté l'implication là des élus locaux est capitale, et je vais y revenir, c'est la ville de Francfort sur le Main, en Allemagne, qui dans les années 80, qui disposait déjà à peu près d'une 25 ou 30 musées, et qui, à partir d'un slogan publicitaire établi préalablement, qui était de dire « nous sommes la ville aux 40 musées », a investi pour arriver au nombre de 40 musées, dans des musées nouveaux, soit dans la rénovation de musées. Ce qu'on voit à l'arrière, c'est un musée qui existait déjà, mais qui a été entièrement rénové, qui est le Deutsche Architektur Museum, musée d'architecture allemand, à Francfort. Et donc la ville a investi des centaines de millions d'euros dans la rénovation ou la construction de musées entièrement neufs pour asséner pendant une dizaine d'années ce slogan touristique, la ville aux 40 musées. Aujourd'hui, elle ne l'utilise plus. Elle dit que la ville avec une grande variété de musées. Voilà. Et effectivement, ça a permis d'augmenter notablement la fréquentation des musées de Francfort et la fréquentation touristique de la ville. L'autre technique, évidemment, qui apparaît assez rapidement, c'est la publicité. Je vous ai montré dans le faire savoir des musées, c'est l'ouverture il y a quelques années du centre Pompidou-Metz, et on voit comment on peut faire une campagne de publicité assez efficace, amusante, qui renouvelle le genre. Donc on voit ici Picasso ou Dali qui vont s'installer à Metz. Mais je reviendrai sur le centre Pompidou-Metz. Voilà. Alors l'autre élément de recette pour la réussite de ces nouveaux musées, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des musées la stararchitecture, c'est-à-dire l'architecture star. C'est-à-dire, on sait que le musée de tout temps a été un élément structurant dans une ville, au niveau urbain. C'est un repère architectural, c'est aussi une valorisation pour la ville. Partant de cette idée, un certain nombre de musées sont créés depuis les années 90 dans le monde en faisant appel à des architectes célèbres. Je reviendrai sur Franck Gehry et la série des Guggenheim. Là, je vous montre à l'image le Louvre Abu Dhabi, Jean Nouvel, qui est l'architecte français probablement le plus célèbre, parce que la seule caution d'un grand architecte est déjà en soi une attraction suffisante. On verra un petit peu plus loin le cas du Guggenheim Bilbao. Donc, la stararchitecture. Tout ceci va déboucher au milieu des années 80, là on voit le pionnier dans ce domaine, sur la question qui aujourd'hui est très actuelle de la filialisation des grands musées. C'est donc le premier du genre, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est la Tate Liverpool en 84, donc c'est assez tôt. Il faut bien voir, et ça c'est une idée importante, qu'un certain nombre de ces créations se font avec des considérations économiques et politiques très très claires. C'est-à-dire que dans le cas de Liverpool, on est dans une ville qui est sinistrée, une ville industrielle où le chômage est à 30%, et donc le gouvernement anglais décide de créer une filiale de la Tate, Tate Britain, Tate moderne, à Liverpool pour redynamiser les bords de la Mersey, donc qui est la rivière qui traverse Liverpool, et donc va injecter beaucoup d'argent pour créer une filiale de la Tate à Liverpool. Donc ça va avoir effectivement un impact sur les premières années, avec des fréquentations qui sont multipliées par 5 ou 6, fréquentations touristiques, puisqu'on arrive dans les premières années à 6 millions de touristes, là où on en avait à peine 500 000 dans les années, au début des années, enfin la fin des années 70, début des années 80. En revanche,
on n'a pas de redressement dans le domaine économique. En revanche, on a un point sur lequel je pense on reviendra, qui est évidemment l'image de la ville qui s'améliore notablement. Ça va être un des éléments moteurs de la prise, notamment de décision de la part d'élus dans ce domaine. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres après ça. Celui qui va évidemment créer un mouvement fort dans ce sens, c'est le flamboyant directeur du Guggenheim Museum qui s'appelle Thomas Krenz, et quelqu'un qui veut absolument bousculer le monde des musées et qui va créer un certain nombre de filiales, vous les avez évoquées tout à l'heure, un peu partout dans le monde, à Abu Dhabi bien sûr, mais également à Berlin, à Las Vegas, j'y reviendrai, et puis évidemment le seul qui est véritablement réussi à Bilbao. Donc à la suite de ce modèle anglo-saxon, les Français vont s'y mettre, et les grands musées vont commencer de chercher à filialiser. Voilà. Donc ce qu'on voit à l'image, c'est le Louvre-Lens, qui est le dernier du genre, puisqu'il n'est d'ailleurs pas encore ouvert, qui là aussi, dans un contexte économique assez proche d'ailleurs de celui de Bilbao, qui est dans une ville industrielle sinistrée, dans laquelle on veut redynamiser une partie de la ville et recréer de l'image, une image positive de la ville. Évidemment, là aussi, on fait toujours appel, ça c'est l'ingrédient indispensable, à des vedettes, dans l'architectural, donc en l'occurrence l'agence Sana pour le Louvre-Lens. Le modèle aussi de réussite française, le centre Pompidou-Metz, j'y reviendrai aussi. Il y a une mode dans les architectes, donc on a eu jusqu'à il y a quelques 2-3 ans la mode japonaise, et donc Shigeru Ban pour l'architecte très célèbre japonais pour le centre Pompidou-Metz, auquel s'est adjoint un architecte français, Jean de Gastine. Voilà, alors je suis obligé de citer des chiffres et surtout de voir où nous mène ce phénomène de filialisation et de création d'établissements qui sont toujours plus grands et donc toujours plus coûteux. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce petit dessin humoristique sur la question de la culture. Quand j'entends le mot culture, on sort d'abord son porte-monnaie. Après, on va voir, je terminerai par ça, est-ce que la culture coûte, est-ce qu'elle rapporte. On voit que les investissements, vous voyez la liste, je ne vais pas tous les citer, mais que plus on avance dans le temps, et plus les investissements sont importants. C'est-à-dire qu'on commence dans les années 90, on est sur des budgets de 20, 30, 40, 50 millions d'euros, ce qui est déjà quand même considérable comme investissement, qui peuvent être des investissements d'État, de collectivités locales, évidemment selon les pays, ça ne s'appelle pas de la même façon, mais ça revient au même. Et on voit que dans les dernières années, les investissements sont beaucoup plus importants. On va avec les deux exemples par lesquels termine le tableau, qui sont le Guggenheim Bilbao et le Louvre-Lens, où là on est à des hauteurs d'investissement de 150 millions d'euros, ce qui est considérable. Donc la première question sur l'évolution de ces musées, c'est n'y a-t-il pas un risque financier, c'est-à-dire importance des investissements, mais aussi ensuite difficulté de pouvoir assurer le fonctionnement de ces établissements. Se posent aussi des questions, parfois il peut y avoir des loupés, c'est-à-dire que la création d'un musée, ici on voit à l'image le musée de Erfurt en Allemagne, le Martin, et alors évidemment la signature, on veut, toujours la même, le plus célèbre des architectes de musée, Frank Gehry, qui se crée dans une ville de petite taille, mais qui est un gros investissement de l'ordre de 50 millions d'euros, mais qui va mal passer dans la population. Parce que d'abord, on est sur une matière plus complexe qui est l'art contemporain, et que par ailleurs, en période de crise, puisque c'est cette question qui se pose aujourd'hui, des investissements aussi importants peuvent être commentés par la population locale, surtout si elle n'adhère pas au projet. Évidemment, on a vu aussi que le risque qui arrive, c'est celui aussi de l'uniformisation, non seulement de l'apparence des musées, puisqu'en l'occurrence on fait appel presque toujours, je dirais, à 4 ou 5 architectes. Donc c'est finalement le Martin ressemble au Guggenheim Bilbao, qui ressemble à l'Opéra de Los Angeles, parce que c'est toujours Gehry. Voilà, donc il y a un risque d'uniformisation, aussi uniformisation des contenus, sur cette idée qu'on construit un produit marketing avant de faire un vrai musée. Évidemment, il y a des contre-exemples, mais qui sont aussi des contre-exemples malheureusement en termes de fréquentation. Je prends un exemple ici, qui est une création récente, qui est le McVal.
donc qui est une création qui est le musée de Vitry-sur-Seine, hein, c'est le Conseil général qui investit là, en l'occurrence à 90% du montant en tout cas de l'investissement, mais qui fait également fonctionner l'établissement. Donc là en revanche, on n'a pas choisi d'avoir une star architecture, mais plutôt de s'adresser à un public local, ce qui finalement après les 5 premières années d'exploitation, si on parle de façon économique, ils ont bien touché le public local. Malheureusement, on plafonne sur une fréquentation annuelle qui est en dessous des 100 000 euros. Ce qui veut dire que par rapport à l'investissement que ça représente, voilà. Maintenant, il n'y a pas que des notions de retour sur investissement dans la création d'un musée, hein. Il y a aussi la question de l'image. Et effectivement, le MACVAL en termes d'image commence à s'être imposé, hein, dans le monde des musées. Donc il y a des contre-exemples, des tentatives de création de musées qui ne se font pas uniquement sur la question est-ce un investissement économique rentable. Je voulais terminer, je pense que j'ai été long, mais je voudrais vous montrer 3 cas précis parce qu'ils sont intéressants, parce que là, jusqu'ici, j'ai évoqué la création de ces établissements, le contexte dans lequel ils ont été créés, mais on commence à avoir quelques études d'impact économique sur la création des musées ou sur des événements réalisés à l'intérieur des musées. Il y a plusieurs exemples. J'en ai choisi 3 ou 4. Je vais passer assez rapidement, mais le premier, c'est le lancement, il y a quelques années, de l'opération Normandie impressionniste. Donc vous voyez ici l'affiche, hein, le catalogue, la couverture du catalogue de l'exposition qui avait lieu donc, au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et puis, il s'agissait évidemment d'un événement global, pas seulement dans le musée des Beaux-Arts de Rouen, mais sur la totalité de la Normandie, plusieurs expositions, plusieurs événements, et notamment la projection d'images impressionnistes sur certains bâtiments. C'est ce que vous voyez à l'image. Alors cette image est assez instructive pour que vous compreniez le montage de ce type d'opération. C'est qu'en l'occurrence, compte tenu qu'on s'est bien rendu compte depuis une vingtaine d'années de l'impact d'une exposition grand public, hein, et tout simplement d'abord par la fréquentation, les élus ont commencé, donc à la fin des années 90, à créer des événements montés de toutes pièces, hein, qui s'appuient évidemment sur le tissu local. Là, en l'occurrence, pourquoi la photo est instructive, c'est que vous avez à peu près tous les intervenants, tous ceux qui vont permettre au projet d'exister, et même dans ce cas précis, qui l'ont suscité. En l'occurrence, celui à l'extrême droite que vous reconnaissez, l'actuel ministre des Affaires étrangères, l'actuel ministre des Affaires étrangères, pardon, je pensais Juppé, mais non, c'est l'actuel, et qui est évidemment député en Seine-Maritime, et qui a souhaité la création, la réalisation de cet événement. C'est-à-dire qu'il a imposé au musée, voilà, qui l'ont d'ailleurs relayé tout à fait rapidement. Vous avez également l'argent, Pierre Berger, hein, pour financer des projets de ce type. Le maire de Rouen, actuel ministre des Sports, Valérie Fourneron. Voilà, donc il y a une vraie implication des élus locaux, puisqu'ils peuvent même, dans certains cas, décider de la nature de l'événement et participer au mode de financement. Évidemment, ils en attendent quelque chose, hein, qui sont des retombées touristiques. Il se trouve que, en l'occurrence, pour l'opération Normandie impressionniste, il y en a eu. Hein, il y a eu 240 000 visiteurs dans la seule exposition du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et 1 million de personnes donc dans la région Normandie, sur la totalité des opérations labellisées Normandie impressionniste, ce qui est considérable et qui évidemment est bien plus important que la fréquentation touristique habituelle. Évidemment, ce type d'événement se déroule en général plutôt du printemps et englobe l'été, qui évidemment, dans certaines régions de France, ouest, sud, sud-ouest, des périodes de fréquentation touristique plus importantes. Il y a eu sur cette exposition 4 millions de recettes. L'originalité du projet, c'est qu'il y a eu une utilisation vertueuse d'une partie des bénéfices, puisqu'il y a eu des bénéfices, à peu près à hauteur de 1 million. Hein, donc, une partie de ces bénéfices ont été investis dans l'acquisition d'œuvres d'art pour le Musée des Beaux-Arts de Rouen, en l'occurrence un tableau de Corot et une aquarelle de Pissarro. Un autre exemple très intéressant, parce qu'on est dans le macro ou micro, c'est le cas du musée Fleury de Lodève. Là aussi, décision. Lodève, c'est une ville, une petite ville, enfin pas tout à fait petite, d'environ 75 000 habitants, qui aussi connaît, comme Liverpool, comme Lens, une période post-industrielle extrêmement difficile, très fort taux de chômage, et décision des élus
dans un lieu qui n'est pourtant pas, dans lequel on n'attend pas une politique ambitieuse d'exposition, décision des élus de faire des expositions d'envergure dans une ville finalement aussi petite qui n'est pas à l'échelle de projets de ce type. Donc ils montent à la fois financièrement pour redonner de l'image et pour recréer du dynamisme dans la cité, une politique d'exposition ambitieuse. Donc je veux montrer quelques affiches, Utrio, les Fauves, Albert Marquet. Le résultat est modeste, mais à l'échelle locale, l'est pas du tout, puisqu'on a pratiquement 350 000 visiteurs en 5 années et une fréquentation moyenne de 50 000 visiteurs par exposition, ce qui est considérable pour une ville de cette importance. Et surtout, ils ont mené une étude d'impact sur évidemment, il y a un beaucoup plus fort taux de remplissage hôtelier dans un périmètre près de 500 mètres autour du musée, une fréquentation touristique plus importante. Plus intéressant, ils sont allés plus loin, ils ont noté un doublement de création d'associations, donc c'est-à-dire le tissu social aussi est dynamisé, et un nombre important de créations de tout petites entreprises liées à cette activité touristique. Donc il y a vraiment un impact, et d'ailleurs il continue, actuellement il y a une exposition importante à l'ODEV. Projet plus ambitieux, et sur lequel là on a une étude d'impact économique de la part de la Chambre de commerce Marseille-Provence, qui est Cézanne en Provence. Je pense que vous devez vous souvenir de cette opération. Donc il s'est déroulé donc, en 2006. C'est une opération donc, qui est montée donc, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en gros qui est la valorisation de tous les sites fréquentés par le peintre Cézanne. Évidemment, le principe, c'est qu'il faut quand même un grand nom ou une période artistique grand public. Évidemment, l'impressionnisme, Cézanne, c'est un bon support. Donc la manifestation vedette, qui était donc l'exposition Cézanne en Provence, avait lieu donc, au musée Granet d'Aix-en-Provence. Le montage, il faut que je regarde mes chiffres, mais c'est une coproduction, comme d'ailleurs l'avait été le festival Normandie impressionniste, entre la communauté du Pays d'Aix, qui a financé à 72% l'opération, et un opérateur public, en tout cas sous tutelle publique, qui est la Réunion des musées nationaux, et qui a financé à hauteur de 38%, en tout cas l'exposition du musée Granet. En fait, l'exposition a été, et l'opération a été un énorme succès, et a eu un très fort impact économique, donc qui est mesuré par cette étude de la Chambre de commerce. Le budget global en fait, de l'année Cézanne, donc ce n'est pas seulement l'exposition que j'ai citée, mais c'est tous les événements, sur tous les sites, la maison de Cézanne, la montagne Sainte-Victoire, le financement de ces opérations a coûté à peu près presque 10 millions d'euros. Donc 15% venaient de partenariats, donc de mécènes, comme pour le festival Normandie impressionniste, 1 million de visiteurs, ce qui est aussi considérable. Il y a eu un fort investissement aussi dans la communication, pratiquement d'1/9 du montant, enfin de 10%, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde de la culture. C'est un des problèmes, c'est que la culture investit dans le faire, mais pas dans le faire savoir. Ce qui est un problème, donc elle essaie de corriger ce défaut. La seule exposition Cézanne en Provence a accueilli 440 000 visiteurs, dont 80 000 étrangers. Et le coût global de l'exposition est de 3,8 millions d'euros. Et effectivement, là, on a mesuré l'impact économique sur l'activité globale du département. Et là, on est sur des retombées de l'ordre de 65 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que 2% de ces retombées économiques profitent au musée, et donc 98% à l'économie touristique, d'ailleurs dans un périmètre relativement restreint autour du musée. Donc ça veut dire qu'il y a des retombées tout à fait importantes et une dynamisation du département et de la région qui est importante et qui explique le fait que ces opérations sont renouvelées, puisque nous aurons en Normandie une 3e saison. Donc c'est comme les grands succès, les blockbusters de cinéma, on fait le 1, le 2, le 3, tant que ça marche. Je voudrais terminer par le cas emblématique, celui que je n'ai pas évoqué jusque-là, mais que vous avez probablement tous en tête, parce qu'il est objectivement un succès, et parce qu'il a entraîné, facilité, et qu'encore aujourd'hui, c'est un modèle auquel on fait référence, notamment pour la création du Louvre-Lens. C'est le cas du
Guggenheim Bilbao. Donc vous savez qu'on est dans la même cet établissement. Évidemment, la leçon, c'est la architecture, hein, Franck Gehry. En l'occurrence, dans le cas du Guggenheim Bilbao, c'est l'attraction principale, il faut le savoir. Hein, c'est-à-dire il y a le bâtiment qui est le principal moteur, hein, la raison de visite. Ensuite, il y a les expositions, et de toute façon, la collection, c'est à peine 200 œuvres, donc c'est-à-dire rien. Donc c'est une coquille vide à l'intérieur de laquelle on fait des expositions et dont le principal attrait, évidemment, est l'architecture. Néanmoins, ça a été une réussite énorme. Hein. Les élus ont misé sur la culture. C'est-à-dire, ils ont considéré que la culture était un des thermomètres de vitalité et de dynamisme d'une région, hein, ou d'une ville. Et donc ils ont investi de façon délibérée dans l'espoir de récupérer la mise, en l'occurrence. Et il y a une étude de 2006 du cabinet KPMG qui tend à prouver que oui, effectivement, en 5 ans, la ville et la région, puisque ce sont des cofinancements, a récupéré sa mise en retombées économiques. Donc elle a récupéré la totalité de son investissement. Je ne sais plus si j'ai le temps de citer tous les chiffres, hein, pour voir comment se répartit cet investissement. Et l'essentiel va dans la construction, 84 millions, 37 millions pour l'achat d'œuvres, donc constitue un noyau de collection, puisque j'avais dit qu'un musée, c'est a priori d'abord une collection. Et enfin 12 millions pour adhérer à la fondation Solomon Guggenheim, puisque vous savez que quand même le principe, celui qui gagne le plus dans l'affaire, c'est la fondation Guggenheim qui, en créant ses filiales, demande des tickets d'entrée et qui, vous voyez, peuvent être à hauteur de 10 ou 12 millions d'euros. Voilà. Néanmoins, la collectivité a récupéré son investissement initial, et même au point qu'elle envisage aujourd'hui de créer une sorte d'annexe aussi dans la région de Biscaye, autour de Bilbao, qui serait une addition au Guggenheim Bilbao. Je voudrais conclure sur que nous réserve l'avenir. En réalité, le tableau n'est pas aussi rose que laisse croire le Guggenheim Bilbao. On a cité tout à l'heure toutes les filiales créées sous l'impulsion de Thomas Krentz. Eh bien, un certain nombre de ces filiales se cassent la figure. Les premières qui ont commencé à fermer, mais pour probablement une raison essentielle, c'est qu'elles ne sont financées que par le privé, ce sont les deux Guggenheim de Las Vegas. C'est pour ça que vous avez cette image. Je me demande pourquoi on a l'hôtel Vénitien, qui est une des grandes attractions de Las Vegas. C'est qu'à l'intérieur il y a eu deux Guggenheim, un aménagé par Rem Koolhaas, autre grande vedette de l'architecture mondiale, et le second qui est créé à l'intérieur de l'hôtel Vénitien. Et les deux, le premier, celui aménagé par Koolhaas, ferme au bout de 6 mois. Et le second a fermé il y a déjà quelques années. Donc c'est révélé pas suffisamment attractif, et une fréquentation et sans doute un produit pas adapté aux personnes qui viennent s'amuser à Las Vegas. Donc on voit que ce modèle Guggenheim ne marche pas partout. D'ailleurs, le Dutch Guggenheim fermera à la fin de l'année, hein, parce que pareil, il est entièrement financé par la Deutsche Bank, donc c'est un financement privé qui, en période de crise, va renoncer à faire fonctionner cet établissement. Des soucis également pour le Guggenheim Abu Dhabi, dont la réalisation est remise, devait ouvrir en 2013, il allait repousser à 2016 ou 2017, sans qu'on sache d'ailleurs tout à fait si c'est un problème économique ou simplement un problème de chantier. Voilà. Par ailleurs, Thomas Krantz a été mis sur la touche par la fondation Guggenheim depuis déjà 2 ou 3 ans, et donc on voit que ce modèle donne des résultats contrastés, c'est-à-dire que pour une réussite à Bilbao, mais là je rappelle qu'il y a un très fort investissement de la collectivité locale, il y a beaucoup d'échecs parce qu'un établissement culturel n'est pas systématiquement rentable. Alors évidemment, là vous voyez l'intérieur, hein, une des dernières expositions à l'intérieur du Guggenheim du Vénitien, qui était en fait un montage, une sorte de joint venture entre l'Ermitage, hein, donc le musée russe, et la fondation Guggenheim. Voilà. Et donc ce musée a donc fermé en 2008.
Néanmoins, ce modèle fonctionne dans certains cas. C'est notamment la réussite du centre Pompidou-Metz. Là, je vais vous donner quand même quelques chiffres, c'est important. On a eu, alors qu'on attendait, il y a toujours un effet ouverture hein, dans un établissement, on attendait 400 000 visiteurs, on en a eu 800 000 sur la première année, avec d'ailleurs une forte proportion de Français, comme dans le cas du musée Branly. On a 87% de visiteurs français, et dont 52% de Lorrains, c'est-à-dire donc un fort ancrage local, et une réussite aussi locale, et seulement 13% d'étrangers. Là aussi, fort impact économique hein, dans la ville, une augmentation de 20 à 30% des nuitées d'hôtel hein, sur la ville, et puis, évidemment, c'est ce point sur lequel je voudrais terminer, c'est évidemment l'extraordinaire valorisation de l'image des villes qui montent ce type de projet. Hein. En l'occurrence, Metz a engagé un vieux combat depuis 2 siècles de fréquentation touristique avec la ville de Nancy. Ils ont gagné, enfin en tout cas pour un temps, depuis la création du centre Pompidou-Metz. Voilà. Donc c'est à la fois une redynamisation d'un quartier, mais aussi d'une ville. Et dans cette bagarre touristique, voilà comment une ville peut gagner. Maintenant, que sera l'avenir? Quelle sera cette histoire du couple musée-tourisme? Une nouvelle page sera écrite dans quelques mois, avec l'ouverture du Louvre-Lens, qui est un cas assez similaire à celui du Guggenheim Bilbao. Forte implication des élus locaux, quasi-totalité du financement par les collectivités locales, dans une zone sinistrée industriellement. Voilà. Qu'est-ce que nous donnera la fréquentation du Louvre-Lens? Est-ce qu'on sera sur la réussite de Bilbao au centre Pompidou-Metz? Question qui se pose. Et question que je vais vous laisser poser. Puis j'en ai terminé. Je crois que j'ai été long, mais j'espère suffisamment complet. Merci beaucoup, merci, cher Bruno, de ces quelques propos. C'est maintenant le moment des questions et des réponses. Moi, j'en lance une, non? Non? Qui veut en lancer une? Non? C'est Jean-Paul? Non. Tu veux peut-être dire un mot, non? Oui. Merci, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser. La présentation, comme d'habitude, mon cher Bruno, est absolument passionnante. On a eu l'occasion de se voir plusieurs fois avec Bruno Gervaux. Et c'est un monsieur qui est passionnant, passionné, et qui rend tout ce qui touche passionnant. Moi, je voulais vous remercier d'être là. Ça prouve la jeunesse et le dynamisme du Val d'Europe. Contrairement à l'âge de son président, vous êtes des jeunes, vous êtes l'avenir du Val d'Europe. Et oui, on est jeunes d'esprit, oui, ça c'est sûr. Et nous voulons poursuivre justement cette formation de la jeunesse au Val d'Europe en poursuivant la création du 2e pôle universitaire de Marne-la-Vallée pour porter cette université dans le temps à quelques 10 000 étudiants. J'en profite d'ailleurs pour saluer Nathalie Fabry et saluer Thierry Leleu, avec qui nous faisons de l'excellent travail pour favoriser l'avenir. Voilà, Bruno, encore une fois, bravo, merci. Je tenais à être là pour cette conférence, ce cycle de conférences. On s'était promis de recommencer ce cycle de conférences, la preuve, nous sommes là, et grâce à vous. Et puis je voudrais saluer Frédéric Ballet, qui est un élu du SAN aussi, et qui est un fidèle de ces jeudis du cluster. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Jean-Paul, merci. Et merci au soutien du SAN, parce qu'on n'aurait pas cette médiathèque si Jean-Paul Balcou ne nous la prêtait pas aussi gracieusement. Voilà, et tu vois, elle est toujours pleine. Alors moi j'avais bien noté un peu dans ta première partie l'évolution du public, dans la deuxième partie le musée comme un écrin et finalement presque les limites de l'écrin, hein, et dans la troisième partie l'attrait des expositions permanentes comme moteur du développement. Et il y a quelque temps je lisais un livre qui s'appelle Le dictionnaire amoureux du Louvre,
le livre de Rosenberg. Et j'étais extrêmement frappé en lisant ce bouquin par le fait que l'ancien conservateur en chef du Louvre était amoureux du Louvre, du bâtiment, amoureux des œuvres, mais il n'était pas forcément amoureux du public. Enfin, c'était le sentiment. Il y a une certaine froideur vis-à-vis des gens qui viennent occuper son musée ou des gens qui viennent regarder ses œuvres. C'est une jalousie exclusive, quoi. Il aime les œuvres pour lui-même. Il serait certainement le plus heureux des hommes s'il était tout seul dans son musée. Alors moi j'avais envie de poser une question. À ce moment-là, on a deux solutions. On supprime les conservateurs, ça peut être une solution, hein, mais ça n'est pas forcément la tienne. Ou alors on supprime les musées. Hein, alors ma question elle est simple. Est-ce que plus tard, puisque j'ai vu Google, vous avez vu que dans Google on peut visiter déjà le château de Versailles sans bouger de chez soi. Est-ce j'imagine dans quelques années on pourra visiter les musées sans quitter son salon. Est-ce que si on veut concevoir en fait des collections vivantes, susciter de l'engouement et tout ça, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer d'ores et déjà sur le virtuel? Et à ton avis, sous quelle forme et avec quelles limites finalement? Non, mais je pense que Thierry ne veut pas que je réponde. Commençons par fermer les musées, comme ça je serai au chômage. Donc vous aurez éliminé aussi les conservateurs. Évidemment, moi je pense, et si je suis finalement, je me sens pas l'âme d'un conservateur, mais mais je sais que je suis conservateur pour une raison précise. Et je pense que c'est d'ailleurs une des questions qui fait on peut tous faire de l'histoire de l'art en fait, hein, un universitaire ou un conservateur. La différence du conservateur, c'est l'intimité avec les œuvres, c'est-à-dire c'est cette pratique physique, c'est-à-dire c'est le contact physique, ou enfin, pas seulement de toucher les œuvres, hein, bien entendu, c'est pas conseillé, mais il nous arrive de le faire, parce que ce qu'on interdit aux autres, on le fait nous-mêmes. Mais c'est la connaissance intime de l'œuvre est quelque chose qui est différent de la vision sur un écran, notamment d'ordinateur. Alors, effectivement, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs des questions qu'on ne se pose pas qu'un dans le domaine des musées, mais aussi dans celui des bibliothèques, et où c'est beaucoup plus embêtant pour les bibliothèques, c'est que la lecture peut se dématérialiser complètement. Et donc, il y a une baisse de fréquentation des bibliothèques sur ce motif, c'est qu'on va, pour comment se trouver, d'ailleurs là aussi on retrouve Google Books, on peut trouver un certain nombre de ressources sans aller à la bibliothèque. Le musée a ceci de différent, encore qu'on pourrait dire que le livre a une matérialité qui est très très attractive, c'est que vraiment, de mon point de vue, il y a quelque chose qui est du domaine de l'expérience physique avec l'œuvre. C'est-à-dire que il se trouve que moi je suis un gros utilisateur de Google et que j'ai, malgré mon âge, cette culture quand même de l'image sur Google qui arrive en masse après une interrogation, sans qu'on soit capable de faire le tri dans le vrai du faux de l'image. En revanche, ce que je constate, c'est que pour l'instant, c'est un outil qui ne rend pas compte justement de la réalité de l'œuvre. C'est-à-dire que ce que vous trouvez sur le net, et qu'ensuite que vous voyez sur votre écran, il est d'abord dans des définitions et des colorimétries qui ne correspondent pas à la réalité. Deuxièmement, une image sur un écran, elle est rétroéclairée. Donc une œuvre n'est jamais rétroéclairée. Donc, et d'ailleurs c'est un phénomène assez étonnant, c'est de voir les jeunes qui ne connaissent les œuvres que par Internet, qui voient par exemple un Van Gogh d'un jaune pétant, et qui sont déçus parfois par l'œuvre originale. À l'inverse, qui peuvent être sidérés par l'œuvre originale. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'expérience physique de l'œuvre d'art. Voilà, je pense que par exemple en ce moment, je vous encourage à aller voir l'exposition Hopper, parce que évidemment ce sont des icônes, tout le monde, enfin j'imagine ou j'espère que vous connaissez la plupart, même si vous ne savez pas qui est Hopper, vous connaissez des œuvres d'Hopper, parce qu'en fait ces images circulent partout. Eh bien moi j'ai été, alors que bien que je sois conservateur, que je n'ai vu que quelques tableaux de Hopper ici et là dans mes voyages, je n'avais jamais vu un tel rassemblement de tableaux. Et j'avais quasiment les larmes aux yeux, parce que ça n'est absolument pas la même chose d'éprouver l'œuvre, en vrai, de l'avoir sous les yeux, parce qu'il y a une profondeur, il y a quelque chose de la matière, parce que la plupart d'elles, je ne les connaissais comme vous que sur Internet ou que dans des reproductions de livres. Donc il y a quelque chose qui me semble être quand même du domaine d'une expérience. Voilà. Et je pense d'ailleurs, et ça c'est... On est d'ailleurs, je peux revenir à la question de marketing. Hein. Aujourd'hui, on est en train d'élaborer des questions, ce qu'on appelle, et que vous connaissez sûrement dans les parcs d'attractions, de marketing expérientiel. C'est-à-dire que vous devez vivre quelque chose que vous ne pouvez pas vivre chez vous. Voilà. Donc il faut que le musée arrive à concevoir des visites où
la perception de l'œuvre, on arrive à comprendre et on ajoute quelque chose à la vision simplement sur un écran. Voilà. Donc j'espère que c'est pas la fin des musées, surtout que c'est pas la fin des conservateurs. Moi je me fais pas beaucoup de soucis, je suis suffisamment âgé pour aller jusqu'à la retraite, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, et puis de toute façon il faudra, même si on privait les visiteurs de voir les œuvres, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de musée, on est de toute façon condamné à les conserver, à les préserver. Parce que je n'imagine pas que ton raisonnement aille jusqu'à on élimine physiquement les œuvres, et puisqu'on se contente de leur reproduction. J'avais une question, et elle est très courte. Vous avez bien montré l'évolution dans l'histoire des musées, et vous avez parlé notamment d'un métier qui est celui de gardien, donc ensuite agent d'accueil, etc. Alors, je vais dire, dans les musées, dans les bibliothèques, on trouve des conservateurs, alors un PDG de musée et non pas un conservateur. Alors, effectivement, alors les conservateurs sont très attachés à leur statut, parce qu'en l'occurrence, c'est pas un titre, c'est un statut en fait, hein, y compris dans la fonction publique. Il y a d'ailleurs plusieurs types de conservateurs du patrimoine, donc ils sont très attachés. Moi, je le suis pas tant que ça. Hein, je trouve que c'est plutôt la mission qui est intéressante que le statut. Néanmoins, et je ne suis pas rentré dans les détails, mais il se trouve que nous avons depuis une dizaine d'années une guerre, c'est-à-dire de territoire. C'est-à-dire que vous devez commencer à voir que certains musées commencent, y compris des musées nationaux, ne plus être dirigés par des conservateurs. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Henri Loirette, président directeur général du Louvre et conservateur. Guy Cocheval, président du musée d'Orsay, est encore un conservateur. Mais on voit que par exemple à Versailles, les présidents commencent à être des politiques. Et donc on commence depuis une quinzaine d'années à se poser la question de savoir si le conservateur est le bon responsable pour un musée. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas un vrai dirigeant d'entreprise, hein, et donc on a commencé... Voilà. Cela dit, les choses ne sont pas si simples, c'est-à-dire que les conservateurs commencent à devenir des chefs d'entreprise, pour certains contraints et forcés. Hein. Par ailleurs, on se rend compte que dans les modes de recrutement, moi dans ma promotion, le major de la promotion est un normalien, le second est un HEC, le troisième est un ESSEC, voilà, donc, et on arrive en quatrième avec des historiens d'art formés à l'école du Louvre. C'est-à-dire on commence à avoir, par le mode de recrutement du concours, et les modalités même du concours, hein, qui sont, il faut pondre en 5 heures sur 4 jours, 5 heures par jour, des synthèses qui se tiennent. Donc ça, c'est des exercices qu'un certain nombre d'autres écoles préparent, auxquelles elles préparent. Et donc on commence à voir arriver des gens qui viennent de grandes écoles de commerce et qui n'ont pas nécessairement des historiens d'art. Donc en fait, le métier est en train d'évoluer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir des directions bicéphales. C'est-à-dire qu'on a, en général, plutôt un titre, le directeur est un conservateur, c'est-à-dire un historien de l'art, mais on a pratiquement au même niveau, à hauteur, un directeur administratif et financier. Hein, voilà, ou un secrétaire général qui partage en gros la direction du musée. C'est-à-dire que le conservateur donne les contenus, hein, défend une politique globale d'exposition, de conservation, et il est assisté, soutenu ou parfois à parité avec un administratif, un financier, dont le profil, là encore, peut être très varié. C'est pas nécessairement un énarque, c'est assez souvent un énarque, mais pas seulement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Mais c'est un débat, et les conservateurs se bagarrent beaucoup pour garder le pouvoir au sein des musées. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ans, personne en dehors des conservateurs ne voulait diriger les musées. Et depuis une quinzaine d'années, on voit arriver, la bagarre commence à être beaucoup plus rude. Donc soit des gens de cabinet ministériel qui se recasent, et qui ont effectivement des bagages, mais pas du tout dans le domaine de l'histoire de l'art. Et donc cette bagarre est commencée depuis une dizaine d'années. Les conservateurs ont réussi à sauver... voilà, je ne suis pas certain de l'évolution, et je ne suis pas certain qu'un jour, il y ait encore des conservateurs à la tête des musées. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici, j'ai la chance d'avoir une petite place. Enfin, moi, ça fait 19 ans que je travaille à Disneyland Paris, donc je suis juste à côté. Et vous parliez de Hopper. En fait, moi, j'ai découvert lorsque je travaillais à l'hôtel New York, puisqu'il y a beaucoup de tableaux de lui sur cet hôtel. Vous parliez de Frank Gehry, qui est, je crois, l'un des architectes d'un des hôtels Disney. Je ne sais plus lequel, mais il me semble. Ah, ou Disney Village, voilà. Donc, il y avait bien un lien avec Disney. Et vous parliez tout à l'heure de l'ODEV. Est-ce qu'on parle bien de l'ODEV qui se trouve à côté de Montpellier, où se trouve le musée Fabre? C'est bien l'ODEV dans l'Hérault.
Absolument. D'accord, c'est ça. Donc là, vous avez encore suscité ma curiosité, donc il va falloir que j'y retourne. Donc ils n'ont pas assez asséné, ils n'ont pas eu encore assez d'impact si vous n'avez pas. Mais oui, effectivement, c'est une ville vraiment petite ville et qui a vraiment eu une volonté politique de faire des expositions ambitieuses. Oui, mais je connais juste cette ville pour la pêche dans la rivière qui est l'Orbe, juste à côté. C'est important aussi. Hein. Mais en fait, je suis très ému d'être là parce que j'étais à l'exposition de 2006. Et encore une fois, je pense à cause de Disney, puisque j'y travaillais déjà depuis 93. Mais voilà, j'ai pas vraiment de questions, si ce n'est quand même que cette relation au physique, je ne crois pas que l'Internet puisse, puisse avoir. On a quand même nos sens, je veux dire, être dans un musée, c'est ce que vous disiez. Enfin, les sens olfactifs, les rencontres aussi. Les rencontres, elles ne vont pas se faire devant un ordinateur. Enfin, je ne sais pas, mais tout ce qui est d'ordre des rencontres. Vous alliez parler du coût aussi. Vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que le fait que le prix peut-être soit parfois un petit peu élevé, il y a des moyens de se le rendre moins élevé peut-être. En étant étudiant, mais je ne suis plus. Oui, il y a beaucoup d'éléments là. Effectivement, sur la question du coût, il y a plusieurs modèles en fait économiques. Le modèle anglo-saxon, c'est l'entrée des collections permanentes est gratuite, l'exposition est payante. En France, il y a les deux. Il n'y a que la ville de Paris en fait pratiquement qui a une politique, je dirais, généreuse d'accès gratuit. Voilà. En revanche, nulle part dans le monde, l'exposition est devenue un produit économique. C'est-à-dire nulle part dans le monde, à part dans le hall de l'hôtel de ville de Paris, une exposition n'est gratuite. C'est-à-dire que même dans un musée gratuit, l'exposition est payante. Et peut être, on est nous en France sur des coûts moyens de 10-12 euros, ça peut être beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que quand on va voir un blockbuster, on peut payer jusqu'à 20 livres ou 25 $. Donc voilà, cette notion de coût sur l'exposition, l'exposition c'est un produit qui en plus qui effectivement dans les coûts évolue parce que les scénographies sont de plus en plus importantes, parce que le coût de transport et des assurances est de plus en plus élevé et que donc il y a la nécessité d'amortir l'investissement que l'on fait. Alors ça, c'est rentré complètement dans les mœurs. Et quand une exposition ne marche pas, c'est comme un film qui ne marche pas, c'est un problème économique. Voilà. Donc ça, c'est rentré dans le... Voilà. En revanche, sur la question, faut-il faire payer ou pas l'entrée des musées, enfin j'entends des collections permanentes, c'est un débat pratiquement aussi vieux que les musées. Le monde professionnel des musées est en général contre la gratuité. Sur le motif que les expériences qu'on a connues ne modifient pas la nature sociale et socio-économique des visiteurs. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, c'est les mêmes qui reviennent plus souvent. Et en gros, je ne suis pas rentré, j'avais d'autres chiffres que cela. C'est quand, en fait, on dépense assez peu dans les musées. On sait que le budget moyen d'un Français dans le domaine culturel, c'est à peu près 1 000 euros. Il dépense 1 000 euros. Là-dessus, vous en avez 80%, 90%. C'est des biens d'équipement audiovisuel. Et sur ces 1 000 euros, ils en dépensent 100 dans un musée. Voilà. De la même façon qu'on a vu tout à l'heure, les retombées économiques, elles ne sont pas dans le musée, à part la billetterie, mais elles sont ailleurs. Elles sont dans la fréquentation touristique, l'hôtellerie, la restauration. Voilà. Donc les conservateurs et les directeurs de musées sont plutôt opposés à la gratuité parce que de toute façon, même si c'est une idée qui paraît généreuse, elle ne change rien au type de fréquentation. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui viennent plus souvent, mais on a du mal à développer des publics plus jeunes, parce qu'il y a un problème de vieillissement des publics des musées, et surtout des publics différents. Alors vous citez tout à l'heure l'exposition de Disney, c'est vrai que moi depuis une dizaine d'années j'ai essayé avec plus ou moins de succès d'ailleurs, de renouveler, de rajeunir le public des musées, sur des thématiques qui sont plus inhabituelles dans les musées, pour amener des publics différents. Alors effectivement, quantitativement, l'expo Disney c'était un peu moins de 300 000 euros, comme l'exposition sur le jouet, ce qui est dans la moyenne, je veux dire moyenne inférieure. 300 000 visiteurs, oui, j'ai dit quoi 3 euros. Ah oui, non, alors c'est des visiteurs. Voilà, à force de donner les chiffres et de parler d'argent, 300 000 visiteurs, ce qui, si vous voulez, par rapport à Monet, il y a 1 an et demi, qui est pas loin des 900 000 euros, des 900 000 visiteurs, ce qui est vraiment... voilà. En revanche, le chiffre intéressant dans ces expositions, c'est que 50%
les visiteurs sont ce qu'on appelle dans notre jargon des primo-visiteurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée ou dans une exposition. Donc de ce point de vue-là, c'était efficace. Voilà, sur le strict plan économique, c'est moyennement efficace. Donc c'est juste un pari que font certains musées, d'ailleurs pas tous, d'investir sur l'avenir, c'est-à-dire pour rajeunir la fréquentation, pour éviter ce phénomène d'érosion et de vieillissement. Voilà. Bon, je vous dis... Bonsoir. Donc, à l'intérieur de notre master, il y a une partie événementielle, donc qui s'appelle Tourisme d'affaires, congrès événementiel. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y a beaucoup de musées qui accueillent des événements privés comme ça, comme des meetings, s'il se passe des événements, même s'il y a des salles de séminaires et de congrès à l'intérieur des musées. Et donc, j'aurais voulu savoir si à la sortie de notre master, il y a un réel marché de l'emploi entre tourisme et culture. Alors, il y a deux questions. Sur est-ce que les musées accueillent des congrès? Oui. Aujourd'hui, en général, sur les équipements modernes d'un musée, ils ont en général un auditorium et surtout ils développent des politiques proactives, hein, comme vous direz. Je suis désolé, j'emploie des mots que moi je n'utilise jamais dans mon monde, qui sont d'aller chercher le client en l'occurrence. Hein. Donc vous avez, même dans les musées de province, à partir du moment où ils ont un auditorium et des salles, ou des petits studios, ou des salles qui permettent de faire des réunions, oui, ils développent ces activités-là. Hein, parce qu'il faut savoir, alors la raison elle est très simple, c'est, vous ouvrez les journaux tous les jours, c'est que l'État baisse ses subventions et investit de moins en moins dans ces institutions. Dans le meilleur des cas, il n'augmente pas ses subventions, c'est-à-dire que donc la part de financement propre, c'est-à-dire en gros trouver l'argent ailleurs, les musées sont obligés de le faire. Donc ils sont obligés de développer toucher des publics qui ne sont pas les publics habituels. Hein. Donc ça peut être congressiste, oui. À partir du moment où ils disposent des équipements, oui, il y a et en interne, il y a des gens qui s'occupent de ça. Évidemment, alors c'est plus ou moins développé. Si vous voulez, au Louvre, on a maintenant pratiquement 35 ou 40 personnes sur la recherche de partenariat de mécénat. C'est énorme. Vous avez des musées où il n'y a qu'une personne. Et vous avez des tout petits musées où il n'y a pas du tout, et c'est le conservateur qui fait tout. Donc c'est plus ou moins efficace. Est-ce qu'il y a, votre deuxième question, un marché? Oui. Alors je ne suis pas incapable de l'évaluer, hein, parce que c'est pas... Aujourd'hui j'ai fait un exercice un peu à part, je suis passé... J'ai essayé de passer d'un côté et de l'autre de la barrière. Hein. Donc j'ai pas les éléments pour vous assurer que... Mais on voit bien que oui, depuis une quinzaine d'années, c'est développé une économie. Hein, vous avez des formations, hein, je ne sais pas, à Paris-Dauphine, qui sont, enfin ici aussi bien entendu, qui sont justement sur cette question de créer des gens qui sont capables de monter des événements culturels, voilà, donc qui peuvent être recrutés, on en trouve hein, dans certains. Bon, je ne sais pas qui a été recruté dans le cadre du festival Normandie impressionniste, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des formations de management culturel et de création d'événements culturels. Voilà, alors après, est-ce que la crise sera telle qu'on financera plus ce type de projet? Pour l'instant, ceux qui ont eu lieu, j'ai cité Cézanne en Provence, ou la Normandie impressionniste, ça a marché. Donc il y a des chances on sait qu'ils vont réinvestir. Alors le problème, c'est le renouvellement des sujets. En l'occurrence, on n'en a pas parlé, mais c'est comment, à partir de la même matière et des mêmes artistes, parce qu'on sait qu'en gros, il y a 15 artistes qui fonctionnent, vraiment, qui peuvent fournir des blockbusters. Et comment on relie la sauce à chaque fois pour faire croire que c'est nouveau. Voilà, on sait qu'on a un phénomène générationnel, c'est qu'on sait qu'au bout de 15 ou 20 ans, on peut ressortir une grande monographie, parce qu'il y a toute une génération qui ne l'a pas vue. Donc, on sait qu'on va retomber sur ses pattes. Voilà. Néanmoins, maintenant, le renouvellement est tel qu'on commence à avoir un problème alors, tout le monde se bagarre sur les sujets, sur les mêmes artistes. En gros, c'est entre 1850 et 1950. En dessous de ces périodes-là et des artistes phares, il est très difficile de ramener au-dessus de 200 ou 250 000 visiteurs. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a de la place. Maintenant, compte tenu des formations qu'il y a, est-ce qu'il y aura suffisamment de place? Je ne suis pas capable de vous dire, mais néanmoins, c'est certain qu'entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a vraiment eu dans ce monde-là une révolution que je peux qualifier de copernicienne. Hein. C'est-à-dire que les conservateurs se mettent à penser comme des chefs d'entreprise, qu'on développe ce type de... voilà, mais bon, c'est vrai que beaucoup est lié à la nécessité, l'État se retirant, de s'autofinancer.
Bonsoir. Quel est le temps d'attente acceptable pour une entrée au musée, tout comme on a un temps d'attente à Disneyland Paris? Est-ce que vous avez une estimation du temps d'attente acceptable par un visiteur? Il y a certaines grandes expositions, moi-même, j'hésite à y aller parce que 3 heures pour une expo, non. Écoutez, j'allais dire, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire, dans les faits, on se rend compte que les gens qui veulent absolument voir une exposition supportent jusqu'à 4 heures ou 5 heures d'attente, y compris en hiver. Voilà. Donc de toute façon, il y a un problème sur ce type d'événement, c'est-à-dire en gros, c'est les impressionnistes, hein, c'était Monet, et la question s'est posée, c'est qu'on arrive à une telle affluence qu'on a ce qu'on appelle un problème de jauge, vous devez connaître, c'est qu'on atteint de toute façon la jauge, et donc on est obligé d'écrémer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le courage de tenir plus de 3 heures, de toute façon, on ne pourra pas tous les recevoir. Donc il y a un phénomène de... Alors voilà, d'ailleurs je sais que les musées sont commencés à se... Quand ils ont commencé à améliorer les questions d'accueil, ils sont allés voir comment Disneyland, ou comment les parcs d'attractions faisaient pour gérer les files d'attente sans qu'on ait l'impression d'avoir 3 km de queue, alors qu'il y a la même queue, mais vous savez hein, comment on fait. Voilà. Mais visiblement, alors après on essaie de traiter, de donner des informations pour faire patienter les gens, mais visiblement... Enfin, moi, visiteur, évidemment, comme je suis toujours un visiteur privilégié, j'attends pas, mais je ne pourrais pas attendre. Mais il semble qu'il n'y ait pas de limite. C'est-à-dire que des gens peuvent attendre 4 ou 5 heures. Alors, non, ça c'est une vraie question. Hein. On essaie de le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller... Voilà. C'est évident que sur le strict plan économique, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que vous avez des coûts fixes que vous allez amortir. Bon, il y a des coûts variables. C'est-à-dire la surveillance, elle va augmenter. Plus vous avez de durée d'exploitation, plus ça vous coûte. Mais vous allez amortir tous les coûts fixes. Donc c'est intéressant. Simplement, la règle est qu'on a un certain nombre d'œuvres qui ne se prêtent pas au-delà de 3 mois. Alors, notamment tout ce qui est art graphique, c'est-à-dire le dessin, la photo, ça ne... Pour des raisons de conservation, ça ne supporte pas la lumière au-delà de 3 mois. Et pour peu que vous ayez 2 étapes en plus 2 fois 3 mois, donc on n'arrive pas à allonger, sauf exception. Vous avez un cas en ce moment sur Toutankhamon, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'œuvre originale, et on arrive à ce que disait Thierry, ce sont des copies, et là vous n'avez pas de limite. Mais sinon, vous comprenez bien qu'un musée ne va pas prêter son chef-d'œuvre pendant 10 mois. Donc la règle, l'usage dans les musées, c'est que la durée moyenne est de 3 mois. Donc on n'arrive pas à pouvoir emprunter des œuvres plus longtemps, et donc on n'arrive pas effectivement, donc on est obligé de rentabiliser sur une durée qui n'excède pas 3 mois, et du coup on arrive dans certains cas vraiment à la limite de la jauge, et voilà. Alors ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on élargit les horaires d'ouverture, et vous avez vu pour Monet notamment qu'on a eu des semaines de nocturnes, parce que là on a eu la réunion des musées nationaux au Grand Palais, s'est aperçu que bon là on partait sur une énorme fréquentation, et que donc il allait falloir élargir les horaires d'ouverture pour essayer, puisque la durée totale ne pouvait pas être augmentée, il fallait gagner sur les 24 heures qu'il y a dans une journée. Alors, puisque vous avez parlé de l'expo Toutankhamon, il y a quand même, on voit émerger une tendance d'expo à la limite du faux, en fait, de la reproduction. Bon, il y a l'expo Toutankhamon, mais on connaît aussi le cas de la grotte de Lascaux qui maintenant voyage. Est-ce que vous pensez que c'est en quelque sorte possible, finalement, est-ce que ça va se développer, ce genre d'expo, où finalement, bon, comme on ne peut pas reproduire le matériel original, on le reproduit et on le fait voyager, donc ça n'est jamais qu'une reproduction, et à ce moment-là, pourquoi pas reproduire une pyramide, la faire voyager en pièces démontées, etc. Et on a un petit peu cette impression-là, que finalement, c'est peut-être ça plus que l'Internet et le virtuel qui peut peut-être se développer. Et puis la deuxième tendance que j'ai observée, c'est qu'on voit de plus en plus d'expos qui sont des mix en fait. Hein. Donc on a eu Picasso et ses maîtres, Tartampion et ses contemporains, etc. Donc on a l'impression qu'en mixant, on va arriver à avoir plusieurs publics, l'adorateur de Picasso, l'adorateur des maîtres de Picasso, des maîtres de Picasso, etc. Et on arrive à démultiplier un public. Et cette tendance-là, est-ce que vous pensez que c'est un produit pérenne ou c'est juste fait effectivement pour faire face au phénomène de saturation? On voit toujours les mêmes œuvres finalement circuler de ville en ville. Alors, comme je n'ai pas amené ma boule de cristal, je ne sais pas. Mon pronostic est que pour ce qui est des facsimilés, en gros, je ne vois pas un grand avenir à ce type d'exposition. Moi, j'en suis pas absolument certain.
Voilà, parce que si on faisait un sondage là, qui veut voir une copie et qui veut vraiment être face au vrai masque de Toutankhamon. Voilà, donc bon, ça a des vertus pédagogiques, hein, la copie, et d'ailleurs, il ne faut pas croire que c'est une nouveauté. Hein. Y a dans les musées des moulages et des copies, et on enseigne à partir du moulage, et notamment dans les écoles d'art, à partir de la copie. Donc c'est pas indigne. En revanche, je pense que je crains que ça s'essouffle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas suffisamment un terme d'attraction si on ne fait que des expositions de copies. Bon, mais ça c'est mon pronostic, mais à vrai dire, je ne suis pas absolument sûr de moi. Sur la deuxième question que vous évoquez, c'est celle que j'ai évoquée, c'est celle du renouvellement des sujets. C'est-à-dire que maintenant on est dans un phénomène, enfin une accélération telle qu'on sait que l'exposition est le moteur, hein, c'est-à-dire qu'un musée qui ne fait pas d'exposition renouvelle pas son public et son public s'érode, donc il baisse progressivement. S'il fait une grosse exposition, pof, il passe une année, il va multiplier par 2 ou 3 son public. Donc tout le monde, c'est l'encouragement à faire de plus en plus d'expositions, et effectivement les œuvres, elles ne peuvent pas se multiplier, les sujets ne peuvent pas se multiplier, et donc là on commence à arriver à un phénomène où ça commence à coincer. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, c'est relativement neuf, donc ça va, l'impressionnisme et la mode, mais la prochaine fois, ça sera quoi, l'impressionnisme et la cuisine, puis, parce que on sait que ce qui marche là-dedans, c'est pas la cuisine, mais c'est l'impressionnisme, encore que la cuisine marche aussi, mais voilà, donc effectivement, il commence à y avoir un essoufflement, une bagarre mondiale, une concurrence mondiale, et certains conservateurs sont d'ailleurs contre ce phénomène. Sur le motif principal, en dehors du manque d'intérêt parfois de certains sujets, c'est que les œuvres ne sont pas des marchandises. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une œuvre qui se déplace, c'est un risque. C'est un risque d'usure, c'est un risque de casse, et on n'a pas encore eu une grosse catastrophe, mais si un jour un avion cargo s'écrase avec 40 œuvres du Louvre insignes, je pense que là il risque d'y avoir un scandale et un phénomène. Voilà, les œuvres en ce moment circulent énormément, et effectivement pas mal de conservateurs s'inquiètent de ce phénomène, c'est-à-dire qu'on considère finalement que les œuvres d'art sont des biens de consommation et qu'ils peuvent circuler autant qu'on veut. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose de risqué, de compliqué, et on n'est pas à l'abri de perdre, de casser. Voilà. Donc effectivement, ce phénomène actuel, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Voilà. Pour l'instant, ça marche, c'est-à-dire que plus on fait d'expos et on voit l'offre qu'il y a dans les capitales européennes, et particulièrement à Paris, plus il y a du monde pour l'instant. Donc évidemment, tant que ça marche, voilà, un jour on va arriver. Je ne sais pas où est le point de saturation. Il viendra soit des sujets, soit du public qui va finir par se dire « mais ça fait 4 fois que je vois le même Picasso ». Mais si vous voulez, le cas de Picasso et les maîtres que vous avez cités, c'est 650 000 visiteurs. C'est l'encouragement à faire, je ne sais pas, Manet et ses maîtres, voilà, mais on a eu Manet Velasquez, on a eu... Donc les conservateurs se creusent la tête pour trouver des nouveaux sujets. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui peut aussi être inquiétant. Je vous suggère que nous en restions là, parce qu'il est déjà passé 7h30, qu'en général on essaye de terminer. Si on n'a pas vu le temps passer, c'est que c'était passionnant, hein, et il nous reste vraiment à te remercier. Voilà. Merci, il le mérite bien. Alors, le mois prochain, au mois de novembre, on aura un directeur de musée, voilà, donc qui viendra, Michel Rouget, qui est le directeur du musée de la Grande Guerre de Meaux, qui va venir nous parler, parce que c'est le mois de novembre évidemment, du tourisme de mémoire, donc un sujet aussi très intéressant et une tendance nouvelle du tourisme.